Salut et bienvenue dans Media Story. Histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, voici la deuxième partie de notre hors-série consacrée à la télé des années 90. Après s'être replongé le mois dernier dans les années 90 à 93, zappons la télé de 94 à 96. Une période qui fut intense dans le PAF, avec une montée en puissance de jeunes talents du petit écran, la mise à l'antenne de programmes devenus cultes, et qui fut marquée par l'élection présidentielle de 1995. On démarre la deuxième partie de notre voyage télévisuel dans les années 90 avec l'année 1994. Nous voilà donc en 1994, l'année de l'inauguration du tunnel sous la Manche et celle où Paris Match sortait un gros scoop. La révélation de la fille cachée du président Mitterrand, Mazarine Pinjot. Au cinéma, le programme était chargé. La Cité de la Peur, Pulp Fiction, Léon, Forrest Gump, Le Roi Lion et The Mask. À la radio, on écoutait Ma Petite Entreprise d'Alain Bachung, Zombie des Cranberries et une chanson vraiment originale, Scatman. En télé, naissait la 5e, dédiée au savoir et à la connaissance, aux antipodes de Feu la 5 dont elle reprenait le canal. Une autre chaîne de télé vit également le jour cette année-là. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info. Fin juin 1994, gros événement dans le PAF, la naissance de la première chaîne d'info en France, LCI. Lancée par le groupe TF1, elle se donne les moyens de ses ambitions. Elle s'inspire de la référence des chaînes d'info américaines CNN, et elle confie le projet à Jérôme Bellé qui a créé quelques années plus tôt la première radio 100% info, France Info. Pour la première fois, les téléspectateurs découvrent les journaux en continu et les breaking news. C'est d'ailleurs par une édition spéciale que LCI va faire parler d'elle, en couvrant en direct, fin décembre 1994, la prise d'otage d'un Airbus ainsi que l'assaut du GIGN pour neutraliser les terroristes. Sur LCI, de nombreuses futures stars de l'info vont débuter, comme Yves Calvi, Laurence Ferrari, Thomas Hugues et David Pujadas. Mais si elle fut LA chaîne info pendant longtemps, elle loupa le coche de la TNT en 2005 et fut rapidement reléguée en 3e position derrière BFM TV et iTélé devenu CNews. À Ceylan, au Sri Lanka, Francis. Prenez vos valises, ça se passe ce soir, prenez vos passeports, pendant une semaine, attention la brosse à dents, pendant une semaine, ils vont partir au Sri Lanka. Bravo! Ils partent directement de l'émission au Sri Lanka. À la fin de l'année 1993, Jean-Pierre Elkabbach succède à Hervé Bourges à la tête de France Télé. Il a alors un but, contrer la toute-puissance de TF1. Pour ça, il va miser sur de nouveaux talents prometteurs. Parmi eux, Nagui. S'il a déjà fait ses armes à l'animation d'un jeu avec l'animation de Que le meilleur gagne sur la 5 puis sur la 2, il va chambouler les codes des jeux télé avec N'oubliez pas votre brosse à dents. Adapté d'une émission anglaise, le concept est de repousser les limites du genre. C'est un véritable show, un plateau gigantesque, des effets spéciaux, un public surexcité, une voix off déjantée, et qui n'était autre que Jean-Luc Reichmann, et un Nagui, accompagné de ses naguettes, plus en forme que jamais. Du côté des épreuves, c'était aussi du jamais vu. Se peindre le visage en bleu, se faire couper son pantalon, ou devoir casser des objets personnels, tout était bon pour gagner. Une autre particularité du jeu, c'était l'interactivité avec le public. Chacun de ses membres était un candidat potentiel.
Nagui pouvant à tout moment en choisir un. Si l'émission s'attira les foudres du CSA, notamment quand Nagui choisit d'interroger son public avec un micro en forme de pistolet, les téléspectateurs, eux, adorent. L'émission rassemble jusqu'à 40% de part d'audience, permettant à France 2 de dépasser régulièrement sa rivale TF1. Alors, je sais que autour de cette table, vous aimez tous la pub. Il y en a même qui ont joué dans certaines publicités. Ah non. Des noms. On va pas les remontrer, Jean-Marie. Ah non. On n'est pas là pour ça. Ni vous, Élie. On n'est pas là pour ça. Par contre, il y a une publicité dont Mimi m'a dit non, pas une où vous avez joué dedans. On la garde pour le bêtisier, celle qu'on a vue. Mais il y en a une que vous adorez tout particulièrement. C'est la Méricorée. Ah oui, le soleil vient de se lever et il va bientôt arriver. L'Américorée, il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants. Qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus? Petit déjeuner, l'Américorée. Vous la connaissez cette publicité dans le public? Vous la connaissez? Parmi les autres poulains d'El Kabbach sur France 2 à cette époque, il y avait Arthur. Celui qui s'était fait connaître comme l'animateur le plus con de la bande FM avait rêvé d'être le Howard Stern français avec un late show impertinent, l'émission impossible sur TF1. Mais ce fut un échec. 2 ans plus tard, c'est dans un style beaucoup plus consensuel qu'il fait son comeback dans le petit écran. Dans Les Enfants de la télé, aux côtés d'un des monstres sacrés du PAF, Pierre Tchernia, il propose de revivre les archives cathodiques les plus marquantes en compagnie d'invités. La formule est efficace. Magic Tchernia est la caution historique, les invités assurent le show en se marrant autour des premières télés des uns et des autres, et Arthur orchestre le tout. Les téléspectateurs sont nombreux au rendez-vous, à tel point qu'Arthur héritera dès la rentrée 1995 d'une grande case le samedi soir, plateau télé, avec pas moins de 3 émissions, les enfants du zapping, les enfants du jeu, et bien sûr, les enfants de la télé. Aux côtés de Nagui et Jean-Luc Delarue, qui présentaient Ça se discute, Arthur a fait partie des jeunes talents prometteurs qui vont participer aux bonnes audiences de France 2. Mais bientôt, les choses vont changer. Mais nous en parlerons un peu plus tard dans notre épisode. En attendant, on file en 1995. L'année 1995 est marquée par l'élection présidentielle qui verra la victoire de Jacques Chirac. Mais c'est aussi une année où la France sera tristement touchée par une vague d'attentats. Dans un registre plus gai, on profitait au cinéma des Trois Frères, mais aussi de GoldenEye et de Usual Suspect. Les tubes du moment étaient Paris sous les bombes de NTM, Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion et Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter. Dans le monde des médias, on saluait Léon Zitrone, un des papes du PAF, qui nous quittait. Et voilà ce qu'on regardait à la télé. Le bar du Bébé Show. Un petit crème, s'il vous plaît. Avec un nuage de lait? Ne me parlez pas de nuages aujourd'hui, hein. Ça y est, ça commence. J'avais arrêté les essais nucléaires, et voilà, l'autre, il les reprend. Marquez, s'il se met à faire tout ce que vous n'avez pas fait... Là, il n'a pas fini. Ça, c'est vrai. Vous avez remarqué la simplicité de la conférence de presse. Dépouillée à l'américaine. Ah, c'est plus un président, c'est un jajou. Dans les années 90, 2 camps s'affrontaient, les pro-bébêtes et les pro-guignols. Car oui, les téléspectateurs avaient le choix chaque soir entre 2 programmes satiriques incarnés par des marionnettes, les guignols de l'info sur Canal+, et le Bébête Show sur TF1. Ce sont les Bébêtes qui voient d'abord le jour, en 1982. Directement inspiré du célèbre Muppet Show, le programme est lancé par le roi de la télé populaire des années 80, Stéphane Collaro. Le principe était simple, s'inspirer des personnages du Muppet pour se moquer de la classe politique de l'époque. Ce qui donnera Kermitterrand la grenouille pour Mitterrand, l'aigle Blackjack pour Jacques Chirac, Marchie la cochonne pour Georges Marchais, le morse pas de quoi pour Charles Pasqua ou Langue de chèvre pour Jack Lang. Aux côtés de Collaro, dans l'équipe de l'émission, on retrouvait Jean Roucas et Jean Amadou. Autant dire que l'humour était dans l'esprit chansonnier.
Visant un public populaire, le Théâtre des Bébêtes était un bistrot. Si le programme était un vrai succès, la fin du mandat de Mitterrand va signifier aussi la fin du Bébête Show. Face à la concurrence des Guignols, beaucoup plus moderne, Collaro proposera à la rentrée 1994 une nouvelle version où les marionnettes n'avaient plus l'apparence mi-humain, mi-animal. Mais ça ne fonctionnera pas et le bar du Bébête Show fermera ses portes fin juin 1995. Alors, Monsieur Chirac, les derniers sondages vous sont extrêmement favorables. Le dernier BVA vous donne même gagnant contre Monsieur Balladur au deuxième tour à 59-41. Votre réaction ? Content. Enfin, vous savez, les sondages, ça va, ça vient. C'est un instantané ponctuel, à un moment donné de l'opinion. Un temps T. Excusez-moi une seconde. Oh putain, c'est bon! Un instantané. Oui. Et ça, c'est dans tous les sondages et dans tous les cas de figure contre tous les candidats. Ah oui? Putain. La campagne est encore longue. Il faut raison garder, tête froide conservée, et sa bouche point trop n'ouvrir. Voilà, pile poil. Excusez-moi une seconde. Ouais, putain, j'ai niqué couille molle! La légende raconte que Jacques Chirac aurait été élu en 1995 grâce aux Guignols de l'info. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'homme politique et le programme se sont apportés mutuellement. Les Guignols ont rendu Chirac sympathique, en amplifiant son image de bon vivant, buveur de bière et mangeur de pommes, et la marionnette de Chirac, adorée par les téléspectateurs, a participé au succès grandissant de l'émission à cette époque. Au milieu des années 90, tous les voyants étaient au vert pour les Guignols. L'érosion des bébêtes, qui proposait un humour moins jeune et moins corrosif, un pool d'auteurs et d'imitateurs de choc, avec notamment Bruno Gassio, Benoît Delépine et Yves Lecoq, et enfin un contexte idéal pour une émission caricaturant la vie politique, une élection présidentielle. Parmi les marionnettes au premier plan cette année-là, on retrouvait Édouard Balladur, aka Couille-Molle selon Chirac, Nicolas Sarkozy en flatteur servile de Balladur, Lionel Jospin à côté de la plaque, ou Arlette Laguillet en révolutionnaire. Très investis dans cette élection, les Guignols proposeront même une soirée spéciale le soir du second tour, à la manière des grandes chaînes. Une vraie alternative pour tous ceux qui voulaient rester informés des résultats, mais qui voulaient aussi se marrer. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous êtes la dernière de la rue, là, il n'y a plus personne après vous? Je suis la dernière, donc c'est la première. Bon, on va vous chanter une petite chanson alors, c'est la chorale d'Ozon. J'appelle mes copains. C'est la dernière pute de la rue. Hein? On va lui faire. C'est la pute finale, la dernière de la rue. Celle qui travaille au coin de l'avenue. Si Patrick Sébastien a toute sa carrière proposé des émissions populaires qui ont rassemblé des millions de téléspectateurs, en 1995, une de ces émissions a divisé. Nous sommes sur TF1 et Patrick Sébastien est un vrai pourvoyeur d'audience pour la chaîne, avec des divertissements extrêmement puissants comme Sébastien c'est fou, Super Nana, Les Vieux de la Vieille et l'émission record Le Grand Bluff. À chaque fois, la recette est la même. Des déguisements, des parodies, de l'humour et une vraie ambiance festive. Mais pour sa nouvelle émission, Ozon, la fête va être de courte durée. Le programme propose caméra cachée et sketch à la sauce Patrick Sébastien. On y verra ainsi un faux flic faisant la circulation déguisé en danseuse étoile, un monsieur chevreuil se faisant courser par de faux chasseurs, ou la chorale de l'émission chantait à une prostituée sur l'air de l'International, c'est la pute finale. Et puis, il y aura la blague de trop. Patrick Sébastien décide de parodier le tube « Casser la voix » de Patrick Bruel en se grimant en Jean-Marie Le Pen. Ce qui donnera « Casser du noir ». Et pour aller plus loin, l'animateur envoie son complice Olivier de Kersauzon montrer le sketch au vrai Jean-Marie Le Pen. Hilar, ce dernier va même déclarer « Je regrette que mon personnel ne soit pas là, car mon maître d'hôtel et ma femme de chambre sont des noirs. Ça les aurait beaucoup amusés. »
Mais dans les médias et auprès d'organisations antiracistes, ça ne passe pas. Accusé d'avoir tenu des propos racistes, Patrick Sébastien se défendra en plaidant le second degré. Ce que n'entendra pas le tribunal qui le condamnera pour provocation à la haine raciale. Et Patrick Sébastien décidera d'arrêter la télé. Un break qui durera peu de temps, puisqu'il arrivera dès 1996 sur France 2, où il renouera avec le succès. Et voilà pour l'année 1995, partons en 1996. En 1996, l'écrivaine Marguerite Duras et l'ex-président de la République François Mitterrand s'en allaient. Dans les salles obscures, il y en avait pour tous les goûts. En famille, on allait voir Le Bossu de Notre-Dame et Toy Story. Les amateurs d'action regardaient le premier volet de la saga Mission Impossible, ceux de science-fiction Mars Attack et les plus courageux Scream. Côté musique, c'était le début de l'ère des boys bands, les To Be Free, J-Squad ou encore les Worlds Apart. Et voici ce qu'il se passait à la télé. Avec l'équipe de reporters de Télédimanche, nous allons examiner les raisons qui ont contraint Jean-Pierre Elkabbach à démissionner. Nous évoquerons son bilan et sa carrière. Nous reviendrons plus longuement sur sa dernière conférence de presse dans quelques instants avec le film de la dernière semaine. Auparavant, nous remontons un peu plus dans le temps. L'affaire Elkabbach a démarré le 6 novembre 1995, lorsque le député UDF du Val-de-Marne, Alain Griottret, révèle le chiffre d'affaires des sociétés des animateurs-producteurs de France 2. C'est le point de départ. Puis à partir du 12 avril de cette année, tout s'accélère. La crise éclate publiquement le 28. Christian Desplaces. Une affaire comme celle-là valait bien une édition spéciale, qui plus est pour une émission consacrée aux médias comme Télédimanche. Cette affaire, dite Elkabbach ou encore des animateurs-producteurs, va faire trembler France Télé. Si Jean-Pierre Elkabbach, son président, pouvait se vanter d'avoir réussi à faire passer en audience les chaînes publiques devant TF1, il fut mis à mal suite à des accusations d'un député. Ce dernier avait remarqué que des animateurs-producteurs travaillant pour France Télé, comme Nagui, Delarue et Arthur, s'étaient vus octroyer des contrats au montant faramineux. Elkabbach se retrouve donc à devoir s'expliquer sur sa gestion de l'argent public auprès de ses salariés, du CSA et des politiques. Devant l'ampleur de la polémique, il démissionnera en juin 1996. Il y avait donc de quoi dire ce jour-là dans Télédimanche, l'émission média de Canal+. Diffusée tous les dimanches midi en clair, il s'agissait du premier magazine dédié à l'actu du petit écran. Aux commandes, on retrouvait Michel Denisot. Il recevait toutes celles et ceux qui faisaient la télé, proposait des reportages, le fameux zapping et les dernières infos du PAF présentées par un jeune débutant, Marc-Olivier Fogiel. Plein d'ambition, Fogiel sera le joker de Denisot et il le remplacera à la présentation de la case média de Canal quand ce dernier arrêtera Télédimanche. Ce sera la naissance de celui qu'on appellera bientôt le pitbull du PAF. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Ça, c'est inadmissible. Salut les vieux. Ça boum? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites là? Non, te dérange pas. Vous savez qui on est? Oh, flûte. Le peuple. La France pour tous, ça vous rappelle quelque chose? C'est quoi ça? Des croissants aux amandes. De chez Fauchon. Ben voyons. T'es pas fauché, toi, hein? Écoute-moi ça, Vincent. Toi, la mèche folle, tu peux me dire ce que t'as fait des promesses de ton pote? J'en prie. C'est en cours, on va les tenir. Tu parleras quand t'auras sonné, gros tard. Ah merde, putain, Jean-Louis. Vous connaissez Pulp Fiction, mais connaissez-vous Pulp Fiction? Cette parodie du célèbre Tarantino va à la fois faire parler du nouveau programme de Carl Zero sur Canal+, le vrai journal, et en même temps, elle va le pénaliser. En effet, dans ce sketch, on voit les tueurs à gages du film se rendre à l'Élysée et descendre Jacques Chirac, alors président de la République, ainsi que son Premier ministre, Alain Juppé, et son ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. La parodie ne fait pas rire le CSA, qui le fait savoir à Canal et qui décide de suspendre le vrai journal pendant 1 mois. Pendant cette suspension, la chaîne entend clarifier le contenu de sa nouvelle émission qui mêle vrais reportages et séquences réalisées avec trucage. Avec son vrai journal, Carl Zero entendait dépoussiérer les magazines politiques.
Point de vue subjectif, tutoiement de mise lors des interviews des figures politiques de l'époque et sketch détournant avec mordant la vie politique. Véritable institution des émissions d'infotainment, le vrai journal sera une institution de Canal pendant 10 ans et inspirera le petit journal de Yann Barthès qui sera aussi un programme incontournable de la chaîne. Puisque nous essayons de retrouver ce soir parmi vous qui est le champion ou la championne de billes, il y en a un. Qui est le kinésithérapeute? Qui est caméraman ici, c'est-à-dire cadreur en français? Qui est rieur professionnel? Nous on fait ça même pour le plaisir. Qui est luthier et qui est gardien de la paix? 6 invités, 6 vies à rendre à chacun. Nos invités sont vrais, ils sont nature, nous ne touchons pas à leur apparence. Si aujourd'hui en Access sur France 2, il faut retrouver les paroles de chansons dont N'oubliez pas les paroles, au milieu des années 90, il fallait retrouver qui était qui. Adapté d'un jeu gallois, le principe de qui est qui était simple. 3 candidats faisaient face à 6 personnes. Les candidats avaient 6 propositions de métiers, de passion ou de particularités, et elles devaient les associer aux bonnes personnes. Pour tenter de savoir qui faisait quoi, des questions étaient posées aux 6 personnes, et elles devaient relever une épreuve de mise en situation. Séquence phare de l'émission et indissociable de Pépita, qui donnait de sa personne à chaque fois, elle permettait de savoir qui savait faire quoi. Forcément, ce qu'on préférait en tant que téléspectateur, c'était quand le candidat s'était trompé. C'était l'occasion de voir une caméraman dans la peau d'une kiné ou un vendeur de voitures s'essayer à l'accordéon. Fort de ses succès d'audience, Qui est resté à l'antenne jusqu'en 2002. L'émission a failli revoir le jour avec Christophe de Chavannes à l'animation en 2017, mais le projet est resté dans les cartons. Et voici pour la deuxième partie de notre hors-série dédiée à la télé des années 90. Merci à tous de l'avoir suivi et à dans un mois pour la 3e et dernière partie. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.